Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite, ils me foutent la paix. Cette phrase, nous la devons à Xavier Niel, le patron de l'opérateur Internet Free. Reprise par les réseaux sociaux et relayée plusieurs fois par la presse depuis 10 ans, elle suit le milliardaire français comme son ombre. Il a lui-même confirmé ses propres propos, mais a tenu à préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une blague lâchée lors d'une discussion en off. Une blague qui a un sévère arrière-goût de vérité puisqu'elle est apparue juste après sa prise de participation dans le site d'information sur les médias Électron Libre et juste avant le rachat du journal Le Monde. Mais balayer les journalistes un peu trop critiques à coups de millions n'est pas le seul objectif des milliardaires, banquiers ou capitaines d'industrie lancés dans la course aux médias. Aujourd'hui, les principaux médias, ce que l'on appelle médias mainstream, ceux qui font l'opinion publique, sont concentrés entre les mêmes mains. L'information est devenue un produit comme les autres qu'il faut rentabiliser et qui offre en outre de nombreux avantages à ceux qui la détiennent. Nous sommes sans cesse abreuvés des mêmes sons et des mêmes images et non sans poser de graves problèmes en termes d'indépendance de la presse, de choix éditorial et de légitimité de l'information. Qui se partagent les médias français et pourquoi cet appétit soudain pour des sociétés qui perdent autant d'argent ? Quels sont les problèmes engendrés par la concentration ? Où trouver l'information, la vraie, celle des faits, et peut-on encore faire confiance aux médias ? Contrairement à ce que dit la rumeur, nous ne sommes pas financés par BlackRock, c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Le meilleur moyen pour cela, c'est de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos, et c'est aussi un bon moyen pour n'en manquer aucune. Et si vous souhaitez un peu plus de proximité, vous trouverez des liens pour nous rejoindre sur notre fil Telegram et sur notre page Twitter dans le descriptif à la fin de la vidéo. Bienvenue sur Money Radar. En France, nous avons compris depuis longtemps que la clarté et la justesse de l'information sont des composantes essentielles de la démocratie. Une information peut permettre de gagner une guerre, de garantir la prospérité ou la sécurité d'une population et, bien sûr, peut aider à remporter une élection. Ainsi, nous nous sommes dotés d'un environnement médiatique très riche et très ouvert, composé de toutes les grandes familles de médias. De grands titres de la presse quotidienne comme Le Monde, Libération ou l'Humanité sont aujourd'hui devenus de véritables institutions chargées de relayer une information factuelle, juste et à jour à tous les citoyens. Ils sont aidés en cela par des centaines d'autres titres de la presse écrite, par les médias audiovisuels, radio et télé, et par les médias numériques accessibles via le web. L'exemple de la Chine ou de la Corée du Nord nous rappelle qu'il ne peut y avoir de démocratie sans médias libres, une liberté garantie chez nous en théorie par la célèbre loi de 1881. Toutes les sensibilités, toutes les thématiques, tous les tons sont représentés, une diversité chère à des médias français largement soutenus par des financements publics. Et pourtant, en l'espace d'à peine 10 ans, 40% des audiences radio, 55% des audiences télé et 90% de la presse écrite se sont concentrés au même endroit et sont aujourd'hui détenus par seulement quelques paires de mains. Une poignée d'oligarques issus de milieux divers comme la banque, les télécommunications, l'armement ou la mode qui se mènent une guerre cordiale pour le contrôle d'un maximum de médias. Aujourd'hui, les principaux médias qui font l'opinion des Français appartiennent à seulement 36 familles fortunées, banques et fondations. On y trouve même une association religieuse, les Augustins de l'Assomption, qui détient 100% du groupe Bayard, lui-même propriétaire des titres La Croix et Notre Temps. Les groupes RTL et M6 appartiennent à la famille Mon, une illustre dynastie allemande qui contrôle déjà le groupe Bertelsmann, propriétaire de nombreux médias outre-Rhin, en Belgique et au Luxembourg. Le groupe TF1 est tombé dans les mains du constructeur et opérateur de télécommunications Bouygues en 1994. Martin Bouygues, un proche du gouvernement, a lui aussi vite compris les avantages de posséder ses propres canaux d'information. Aujourd'hui, les deux familles, Bouygues et Mon, discutent âprement le rachat de 30% de M6 par TF1. Science et Avenir, Challenge, L'Opinion, Le Parisien et ses suppléments, mais aussi les grands noms de la presse financière comme Les Échos et Investir, appartiennent tous, en totalité ou en partie, à l'une des personnalités les plus riches du monde, Bernard Arnault. Enfin, Xavier Niel, et une autre grande fortune des télécoms et propriétaire du journal Le Monde, est aussi lié au groupe NJJ, qui édite des quotidiens régionaux comme Nice Matin ou Var Matin, mais aussi Télérama, l'Obs et le Huffington Post. Depuis la fin des années 2000, les familles Drahi, Lagardère, Bolloré, Pinault, Rothschild, Bettencourt ou des banques comme le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole se sont pris de passion pour les médias et se sont mis à les collectionner, la presse écrite en particulier. Comme elle n'a plus la cote, depuis que 800 000 lecteurs se sont tournés vers l'information en ligne, les rachats se font facilement et pour pas cher, bien qu'aujourd'hui l'offre commence à se faire rare. Pour être sûr d'être prêt au moment opportun, nos richissimes acheteurs créent des fonds d'investissement spécialisés et attendent qu'une affaire se présente.
C'est le cas de Media One, lancé en 2015 par un trio composé de Xavier Niel, du banquier Mathieu Pigasse et du producteur d'émissions de télé Pierre-Antoine Capton, et doté de plusieurs centaines de millions d'euros. Et ce ne sont pas quelques pertes, d'ailleurs faciles à rentabiliser dans des groupes aussi importants que LVMH ou Dassault, qui vont arrêter nos milliardaires, au contraire, car l'enjeu va bien au-delà des aspects financiers. Il s'agit de se payer de l'influence. Selon le dernier baromètre média de l'Institut Kantar TNS pour le journal La Croix, 67% des Français sont toujours très intéressés par les actualités. Ils ont besoin d'informations et de divertissement. Bref, l'audience est là. Et les deux grands médias en lesquels ils ont le plus confiance sont toujours la radio et les journaux, en comptant leurs éditions en ligne, loin devant les médias purement numériques et les réseaux sociaux. Ainsi, la course aux médias historiques s'intensifie depuis 2015, avec le rachat de l'Obs par Xavier Niel et de Libération par Patrick Drahi, puis Le Point en 2017 par François Pinault, ou Le Parisien en 2019 par LVMH, ou encore M6 par Bouygues cette année. Et cela ne va pas sans poser de gros problèmes, d'autant plus que tout ce petit monde se connaît bien, se côtoie, se fréquente par ailleurs et n'a pas de scrupules quand il faut se rendre quelques petits services. Si tous ces hommes d'affaires sont capables de tirer le meilleur avantage fiscal des pertes liées au rachat de sociétés de presse en crise, la situation ne durera pas et comme tout le monde, il faudra rapidement renouer avec la rentabilité. À chaque rachat, son lot de licenciements, de nominations. Le management est remodelé. Il faut aussi créer des synergies pour éponger les dettes. Pas question de conserver un modèle économique défaillant qui ferait perdre trop d'argent. Depuis que les manias de l'économie ont déboulé sur le marché, la profession de journaliste s'est grandement précarisée et des organisations dont les syndicats et le collectif Reporters sans frontières tirent la sonnette d'alarme. Les néo-patrons de presse multiplient les contrats courts et se laissent toutes les latitudes pour tester leurs collaborateurs avec un maximum de liberté. Le moindre écart de conduite est immédiatement sanctionné. Les ingérences et les pressions sont monnaie courante. La liberté éditoriale est fréquemment remise en question. Ceci à cause des patrons de presse, mais aussi par les journalistes eux-mêmes qui s'imposent une forme d'autocensure afin de ne pas contrarier la direction ou ses partenaires. Des sujets sensibles ne bénéficient que d'un petit encart dans le journal ou passent carrément à la trappe. Comment concilier liberté de la presse et intérêt privé ? Comment les journalistes d'un média comme BFM par exemple peuvent-ils évoquer le nom de leur patron, Patrick Drahi, PDG de SFR, dans la sombre affaire des Panama Papers ? Délicat, n'est-ce pas ? On n'aimerait pas être à leur place. Et pourtant, ainsi, par le jeu des relations s'installe la censure. En 2017, Nicolas de Taverneau, patron du groupe M6, avoua exercer des pressions sur son staff afin que les sujets contrariants pour les partenaires soient évités à l'antenne. En 2015, l'émission Capital sur les magouilles des grands opérateurs de la téléphonie est purement et simplement annulée. La même année, une enquête sur les activités d'évitement fiscal pratiquées au sein du Crédit Mutuel est déprogrammée de la grille de Canal+ du 8 octobre. Logique lorsque l'on sait que la banque est l'un des principaux partenaires de Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal. Un Vincent Bolloré qui sait aussi se montrer compréhensif et qui n'hésite pas à dégainer ses médias pour parler avec complaisance du controversé Laurent Gbagbo, dont l'agence de communication Euro-RSCG a mené la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010. Un soutien qui s'explique peut-être par le fait que le groupe Bolloré est le plus gros industriel étranger du pays. Et quand il n'est pas ou plus possible d'intervenir, alors les journalistes trop critiques sont poursuivis en justice, à la façon de Bernard Arnault qui attaque systématiquement tous les titres qui tentent de lui faire de l'ombre. Et quand il peut aller encore plus loin, il ne s'en prive pas. Il n'a pas par exemple non plus supporté la célèbre une de Libération, alors propriété de Patrick Drahi, parue en 2012, pour illustrer sa demande de naturalisation belge. Le fameux casse-toi riche-con aura valu au journal la suspension de tous les budgets publicitaires des marques appartenant à LVMH, un important manque à gagner pour Libé et un avertissement pour les autres. Voltaire disait « Le droit de dire et d'imprimer ce que l'on pense est le droit de tout homme libre. On ne saurait l'en priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse. » Mais alors, comment lutter contre ces nouveaux tyrans de l'information ? La loi du 29 juillet 1881 définit les responsabilités et les libertés de la presse française. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit aussi que tout citoyen doit pouvoir parler, écrire et imprimer librement, du moment qu'il ne contrevient pas à la loi, par exemple en incitant à la haine ou en publiant de fausses informations. La liberté d'informer est donc un droit fondamental et la liberté de s'informer l'est tout autant. Comment voter sans les bonnes informations ? Les médias, y compris les 100% numériques, font donc déjà l'objet d'attention particulière de la part du législateur. Le pluralisme de l'information a été reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle par le Conseil du même nom dès 1984. 2 ans plus tard, la loi du 1er août 1986 réforme le régime juridique de la presse en imposant de nouvelles barrières. Par exemple, l'article 8 précise qu'il est interdit à un média de percevoir de l'argent directement de la part d'un gouvernement.
L'article 10, lui, interdit de maquiller une vraie publicité financière en fausse information. Enfin, l'article 11 est un peu plus problématique. Il interdit d'acheter un organe de presse quotidienne lorsque ce rachat permet de concentrer plus de 30% de part d'audience sur le même segment entre de mêmes mains. Normalement, cette disposition est censée limiter les situations de monopole ou quasi-monopole et garantir la pluralité des organes d'information. Cela explique pourquoi le groupe TF1 ne rachète que 30% du groupe M6. Mais l'ennui, c'est qu'il ne suffit que de 2 ou 3 milliardaires pour obtenir une majorité absolue à la tête d'un titre ou d'un groupe média, ce qui, rapporté à plus grande échelle, nous amène peu ou prou à nos 36 familles de milliardaires propriétaires des 3/4 de nos médias. Certes, les 30% prévus par la réforme de 1986 sont efficaces pour limiter la concentration, mais ils sont aussi manifestement trop élevés pour avoir des effets réels. Le collectif Acrimed, Action Collectif Média, milite pour un abaissement de ce seuil à 15%, seule solution pour mettre un frein aux appétits d'information des grands capitaines d'industrie. Mais d'un autre côté, une telle mesure pourrait aussi mettre en difficulté les titres les moins rentables, qui seraient alors bradés, ou pire, liquidés, avec à moyen terme un paysage médiatique uniquement constitué de grands titres soutenus par les plus grands milliardaires. Il vaut donc mieux se tourner vers une solution beaucoup plus simple et moins risquée. Chacun est libre de regarder ou de lire ce qu'il veut, mais vouloir s'informer correctement passe aussi par la connaissance du média à qui vous allez faire confiance. Vous savez maintenant à qui appartiennent les grands noms de l'information. Vous savez aussi qu'il est difficile pour un journaliste d'être vraiment critique envers la 5G lorsqu'il travaille pour un magnat des télécommunications. Les grands médias recherchent le sensationnel, ce qui fait peur, ce qui crée du clic ou fait du buzz. Ils attirent toujours autant l'attention, mais ils sont aujourd'hui regardés d'un œil plus suspicieux. Selon l'étude Kantar, citée en début de film, et même si 42% d'entre nous allument toujours la télé sur BFM ou TF1, nous ne sommes plus que 29% à faire confiance à nos grands médias historiques français. La situation est donc tout simplement de se tourner vers les centaines de médias indépendants ou alternatifs comme Reporter, Arrêt sur Image, Agoravox, Money Radar ou Le Canard enchaîné, pour ne citer que les plus célèbres. On les appelle aussi les médias libres et ils n'ont aucun intérêt à modifier leurs lignes éditoriales selon les ingérences de leurs patrons. Ils sont normalement détenus par leurs salariés, une association ou leurs lecteurs et soutenus par leurs ventes, des subventions et des dons. Pour soutenir Money Radar, par exemple, c'est gratuit et c'est tout simple. Il suffit de s'abonner et de partager nos vidéos sur vos réseaux. Et ça nous fait très plaisir. Vous trouverez un lien dans le descriptif qui vous mènera vers une carte de France de ces médias libres, publiée par le site d'information indépendant L'Âge de Fer. Économie, humour, bande dessinée, écologie, science, on retrouve dans la presse libre la même diversité de sujets ou les mêmes tendances que dans les médias mainstream, avec peut-être l'objectivité en plus. Si vous êtes un lecteur assidu du magazine Le Point ou Les Échos, rien ne vous empêche de continuer à vous régaler de leur contenu, mais en sachant faire la part des choses. Normalement, après avoir regardé notre vidéo, vous devriez savoir lire entre leurs lignes. Comme toujours, et pour vous faciliter la vie, tous les liens vers les sites ou articles évoqués se trouvent dans le descriptif. Vous y trouverez également tout ce qu'il faut pour nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, comme notre fil Telegram ou notre page Twitter. Enfin, si cette page vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et vos encouragements. C'était Money Radar, on vous dit à très bientôt.